Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on avec nous sous Télévision Nationale d'Haïti dans le SA. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour l'autre numéro mise au point matin. Parole là, c'est pour le professeur James Boyard, spécialiste en relations internationales, pour nous tourner sous mission EA effectuée dans le pays. Côté OEA, demandé pour le dialogue là continuer et pour que tout ensemble de responsables dans le pays, autorités notamment, assurer et leadership là et prendre responsabilité. Là, nous allons regarder tout remous qui suscité après. Il y a des déclarations, il y a un ambassadeur qui est membre de l'Assemblée, ambassadeur Antigua et Barbuda, comme quoi mission ça pas ta gagné mandat Assemblée pour te venir en Haïti et faire des recommandations. Qui ça charte OEA dit, qui ça statut qui porte création conseil permanent dit, c'est autant de points qui prennent le mi-temps échange nous matin avec le professeur James Boyard, j'ai déjà annoncé, qui accepte répondre aux questions. Télévision Nationale d'Haïti matin, professeur Boyard, c'est un plaisir pour nous dire soutien là jeudi. Un plaisir partagé, comme toujours. Bonjour, TNH. Voilà, nous avons démarré avec, j'aime toujours dire, nous allons faire très pédagogique pour nous connaître, comprendre. Peut-être que nous allons à distance. C'est très scientifique, il faut insister que pour nous faire comprendre que nous ne pouvons pas prendre l'aspect polémique ou bien l'aspect politique là. Absolument, absolument. Alors c'est peut-être ça qu'on invite au matin. On a regardé qui ça charte là dit lorsque OEA a décidé pour tête ligne au pays. Qui gens et principaux mandé pour sa fête? Qui est-ce qui doit prendre l'initiative là? Assemblée, OEA, Conseil permanent ou bien secrétaire général là? D'abord, il faut nous dire que les OEA a intervenu sur un territoire, dans un pays membre, il est intervenu à plusieurs niveaux. C'est suivant la nature de la situation. Si on a parlé d'une situation de crise, une situation de conflit, une situation de différend, eh bien là, nous sommes capables expliquer, nous sommes capables de comprendre que intervention ou délégation OEA qui vient en Haïti, il vient dans le cadre des procédures de règlement pacifique de différends. Et l'OEA a un ensemble de compétences à travers justement ce principe de règlement pacifique de différends. Et compétences liées établies par un ensemble d'instruments internationaux et également d'instruments administratifs liés à l'OEA. Quels sont ces instruments? D'abord, il y a la charte de Bogota et sans oublier les protocoles additionnels. Il y a la charte de l'OEA. Il y a également la fameuse charte démocratique interaméricaine adoptée en 2001. D'accord? Et puis, il y a le statut puisqu'on parle du conseil, de la présence du conseil permanent, il y a le statut du conseil permanent de l'OEA. Et puis, il y a les règlements liés au fonctionnement même du conseil permanent de l'OEA. Donc, on va voir une disposition dans 4 instruments, on va voir des articles qui traitent de la possibilité pour l'OEA de créer soit des missions de bon office, des missions de médiation, des missions de conciliation, des missions d'enquête, voire même des missions d'arbitrage sur le territoire de ces États membres, dans le but justement d'assurer une gestion pacifique des différends entre plusieurs secteurs ou entre plusieurs parties. Et les missions intervenues, puisque c'est seule information que nous avons, que sont missions qui interviennent, qui déploient en Haïti dans l'objectif de permettre aux parties, aux secteurs, aux protagonistes d'aller vers le dialogue et de trouver une solution, eh bien, nous devons comprendre que c'était une commission, c'était une mission de bons offices ou une mission de médiation. Auquel cas, eh bien, nous avons l'article 17 charte démocratique là qui couvrit ces genres de missions. Parce que l'article 17 l'a dit qui ça? Eh bien, l'article 17 de la charte démocratique de l'OEA, il stipulait que, il précisait que à chaque fois que l'un des gouvernements des États membres de l'OEA estime que le processus politique, institutionnel et démocratique, et même l'exercice du pouvoir politique, eh bien, est affecté par un ensemble de situations, eh bien, il est capable de solliciter l'assistance même, soit de l'Assemblée générale, soit du secrétaire général, excusez-moi, soit du secrétaire général de l'OEA, ou soit du conseil permanent de l'OEA. Eh bien, comme mission, sa délégation, ça a été composée à la fois par un représentant de
Du conseil permanent. Du conseil, en fait, le président du conseil permanent et un représentant du secrétaire général, eh bien, nous avons qu'à comprendre qu'il était intervenu dans le cadre et aux missions de bons offices ou encore aux missions de médiation. Maintenant, ça veut dire que ils sont capables eux-mêmes, au niveau de prendre initiative, mener tête dans le pays. Et chacun a précisé que c'est le gouvernement concerné ou les partis concernés qui peuvent solliciter l'OEA. Notamment le gouvernement du territoire concerné. Dans le cas ça, c'est le gouvernement haïtien. Et nous sommes capables de comprendre qu'il y a une information qui montrait que c'est le ministre des Affaires étrangères qui avait sollicité l'intervention de l'OEA. Maintenant, le gouvernement... À ce niveau, il n'y a pas forcément un problème de légalité. Parce que c'est ça qui nous dit que nous avons un débat scientifique et non un débat politique. Parce qu'il faut nous faire établir la différence entre les aspects légaux et les aspects politiques. Pour ne parler de l'aspect légal là, eh bien, mission notamment couvrie par l'ensemble de ces dispositions de la charte de l'OEA, de la charte démocratique interaméricaine, également des dispositions du statut du conseil permanent et des dispositions des règlements intérieurs du conseil permanent. Ça, c'est pour l'aspect légal là. Mais il y a un aspect politique tout là-dedans pour nous considérer. C'est que instruments ça, notamment les règlements intérieurs du conseil permanent, il précisait que effectivement que le conseil permanent a une compétence pour créer des commissions ad hoc. Parce que nous avons défini la présence de cette délégation de l'OEA comme étant une commission ad hoc. Eh bien, le conseil permanent a le droit pour créer des commissions ad hoc, pour l'intervenir dans le cadre de la gestion de différents pavois pacifiques. Mais le problème, c'est que pour créer une commission ad hoc, ça, on ne peut pas créer sans l'aval du conseil permanent. Et leur parler de l'aval du conseil permanent, on parle de la majorité des États et des représentants des États qui composent le conseil permanent. Le conseil permanent qui vient le composer? Évidemment, le conseil permanent, théoriquement, pourrait être composé par autant d'États qui composent justement l'OEA. Ce qui fait que si l'OEA a 35 États, eh bien, on pourrait s'attendre à ce que le conseil permanent soit représenté soit constitué par les représentants de 35 gouvernements. Mais cependant, il y a plusieurs gouvernements qui ne sont pas jugés bons, qui ne sont pas jugés nécessaires pour des représentants au sein du conseil permanent. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin autant de représentants titulaires de ces États au sein du conseil permanent. Cependant, pour une décision adoptée par le conseil permanent, cette décision doit être adoptée par la majorité des États qui composent. C'est-à-dire, si c'est 20 pays qui composent le conseil permanent, c'est la majorité des 20. Si c'est 15 pays, c'est la majorité des 15. OK. Alors maintenant, est-ce que les missions doivent venir dans le pays? Il faut que l'Assemblée ait autorisation au regard de chaque OEA. Écoutez, il y a des dispositions du statut du conseil permanent et des règlements intérieurs aussi qui précisaient que leur mission ad hoc, aux commissions ad hoc, ça a créé, il faut qu'il y ait un mandat, pas vrai? Il faut nous établir procédure, il y ait une composition. Eh bien, la question de la composition de ces missions, la question de mandat de ces compositions, eh bien, sont déterminées par qui? Sont déterminées par les partis en conflit. Alors, c'est partis en conflit qui C'est partis en conflit qui baillent avis sur la composition et sur le mandat de ces commissions. Évidemment, il y a deux fois que partis en conflit n'ont pas fait d'entendre sur la composition et sur le mandat de ces commissions. Eh bien, le conseil permanent qui ça le fait, eh bien, lui solliciter l'avis de l'Assemblée générale de l'OEA sur la question. Moi, je dis tout à l'heure, au regard de l'article 17 là, le secrétaire général de l'OEA ou bien le conseil là capable de décider entrer dans une mission comme ça. Oui, oui, tout à fait. Alors, les gouvernements sollicités, secrétaire général là ou bien même conseil là, il doit décider sans pas demander l'Assemblée à autorisation. Écoutez, il y a des subtilités là-dedans. Parce que la logique juridique voudrait que lorsque une compétence qui est établie déjà par la charte démocratique, si nous considérons que la charte démocratique là, c'est une sorte de constitution, mais dès lors que cette compétence est déjà déterminée par la charte démocratique,
eh bien, l'organe qui a cette compétence peut exercer cette compétence sans devoir demander, solliciter d'autres autorisations. Mais il y a des pratiques au sein des Nations Unies, au sein de l'OEA. Et sans oublier qu'il y a d'autres instruments de mise en œuvre de la Charte démocratique tels que les règlements intérieurs du Conseil permanent, tels que le statut du Conseil permanent. Eh bien, dans ces deux instruments, eh bien, il fait référence à l'obligation du Conseil permanent de trouver l'autorisation de l'ensemble du Conseil ou de l'ensemble de l'Assemblée générale. Ça va dépendre de nature mission, de nature commission. Si nous prenons le cas, le secrétaire général OEA, le gouvernement sollicite, il décide de répondre à la sollicitation. Mais dans le cas, ça, nous sommes capables de comprendre, c'est ça nous comprendre au début, que puisque c'est le président du Conseil qui conduisait justement la mission, eh bien, on estimait à juste titre que le Conseil permanent, dans sa majorité, avait décidé, avait autorisé cette mission. Et puisqu'il était accompagné de chef cabinet, secrétaire général. D'autant plus. Mais pas oublier que nous avons un membre du Conseil permanent, l'ambassadeur Sanders aussi, qui a fait valoir le fait que cette mission n'a pas été autorisée. Donc, il y a un malaise au sein même du Conseil permanent. Donc, ce qui fait que cette majorité-là... Est-ce qu'il est membre du Conseil permanent? Je n'ai pas de nom en tête, parce qu'il y a plusieurs pays qui ont représentants au sein du Conseil permanent, y compris Haïti, par exemple, la République dominicaine, etc. Même pas en tête le nom de tous les États membres du Conseil permanent. Donc, quoi qu'il en soit, ce qui est nécessaire, c'est l'autorisation de la majorité. Voilà. Il faudrait que la décision de constituer cette commission ad hoc ou cette mission, cette décision soit prise par la majorité des membres du Conseil permanent. Donc, si l'ambassadeur Sanders nous capable de faire foi à Saldia, et c'est comme si il y a eu un malaise au sein du Conseil permanent, comme quoi que l'ensemble des représentants titulaires des États au sein du Conseil permanent, eh bien, n'étaient pas favorables ou n'étaient pas informés. Mais l'ambassadeur Sanders, c'est une voix. Oui, c'est une voix, évidemment. Mais il faut nous dire que ce n'est pas parce que l'OEA représente un forum de solidarité entre les États membres que tous les États au sein de l'OEA vont parler d'une seule voix. Il y a des dynamiques de conflits, de litiges au sein même de l'OEA. Et pour plusieurs raisons. Et du point de vue historique, pas oublier que ce qu'on appelle l'OEA en tant que processus de régionalisation, il était opposé de opinions, de courants de pensée. Il y a un gouvernement qui était plus favorable à la stratégie du panaméricanisme et il y a l'autre gouvernement qui était plus favorable à la stratégie de latino-américanisme. Ça, c'est un premier facteur qui opposait justement les États du continent. Par exemple, on pourrait que un pays tant que les États-Unis, ils étaient plus favorables à la stratégie du panaméricanisme parce qu'il faut régionaliser de manière large, de manière à englober l'ensemble du continent. Alors qu'il y a des pays qui étaient plus favorables à une régionalisation limitée à l'Amérique latine et la Caraïbe. C'est la stratégie de latino-américanisme. Évidemment, c'est la stratégie américaine ou c'est la stratégie du panaméricanisme qui a eu le dessus. Mais toujours gagner cette opposition au point que si nous nous rappelons, que c'est dans les années 2010 que le président Chavez était venu avec l'initiative de la création de la CELAC, la communauté des États latino-américains et caribéens. Mais c'était justement dans l'objectif de revenir justement avec le latino-américanisme. Et on voit que dans la CELAC, il n'y a pas la présence des États-Unis. Dans la CELAC, il n'y a pas la présence du Canada. D'accord? Et puis, il y a d'autres initiatives telles que l'UNASUR, par exemple. Oui, l'UNASUR, c'est une organisation régionale fondée sur la stratégie du latino-américanisme. Donc, dynamique de conflit, ça a toujours existé. Et de manière plus récente, une dynamique de conflit qui opposait justement les États qui sont favorables à Guaido et les États qui sont favorables à Maduro. Donc, il y a plusieurs raisons qui ont expliqué ce malaise-là au sein soit de l'Assemblée générale, et elle-même de l'OEA ou au sein du Conseil permanent de l'OEA. La mission, ça a fait, ils sont venus rencontrer ensemble de partis. Recommandation, c'est eux-mêmes qui décident de faire ou bien ils sont obligés de porter rapport
by assemblée ou bien by conseil permanent avant recommandation faite. Si son commission de conciliation, si son commission d'enquête, qu'est-ce qui job il là pour le faire? Il est là pour lui capable de déterminer les faits et les responsabilités par rapport à la situation ou à la crise. Déterminer la responsabilité De chaque acteur. de chaque partie, de chaque protagoniste. Et de faire des propositions. Maintenant, la commission est habilitée par le conseil permanent. Elle est capable de produire un rapport final. Et dans le cadre de ce rapport final, eh bien, il énonce un ensemble de recommandations. Mais il faut songer que même lorsque la commission est capable de prendre sous tête le fait qu'elle est capable de produire un rapport et faire des recommandations aux partis, ces recommandations n'ont pas de force résolutoire. Ce sont des recommandations, ce sont des décisions qui reviennent aux partis et de déterminer l'opportunité de les exécuter ou pas. Ok. Alors, il n'est pas contraignant tout à fait dit. Justement, ce n'est pas des décisions contraignantes. Parfait. Mais là maintenant, le fait que c'est président conseil, il faut préciser ça, nous regarder, comme quoi Paul qui t'a parlé, non qui était dans la mission pas connu, mais on a précisé c'est président conseil permanent qui était là et c'est ambassadeur États-Unis auprès de l'OEA. Un ambassadeur Trio qui était dans tête de mission. Oui. Au fait, est-ce que là, ça va avoir plus force le fait que c'est président lui-même qui déplaçait une mission? L'on situation autre que celle d'Haïti, oui, ou l'on situation autre que dans le contexte et de la crise vénézuélienne, eh bien oui, le fait que ce président conseil a déplacé lui-même, ça t'a supposé plus force et plus de crédibilité à cette commission, à cette mission. Mais il faut nous compter tout avec le contexte et politique de la crise du Venezuela, parce que pas oublier que il y a une dynamique de conflit qui est engendrée par cette crise. C'est quoi? C'est dire que eh bien, il y a un secteur qui est favorable à Maduro, un secteur qui est favorable à Guaido. Et le secteur qui est favorable à Guaido, c'est les États-Unis. Et d'abord, mais si c'est les États-Unis, eh bien, on va comprendre que le président du Conseil permanent, eh bien, il représente, même lorsque c'est un haut fonctionnaire, pas même un haut fonctionnaire, c'est un haut personnage de l'OEA, eh bien, il représente directement les États-Unis. Donc, s'il représente son pays, donc il assume les intérêts de son pays. Donc, ce qui fait que si le pays est plus favorable au Venezuela, donc le pays est capable plus favorable à tout gouvernement qui se sont alignés sur la position américaine. Donc, vous êtes capable de comprendre que il y a des secteurs qui sont capables d'estimer qu'on parti pris en faveur d'un secteur en Haïti plutôt qu'en faveur de l'autre secteur. Donc, il faut remettre en question la partialité et la neutralité de cette commission à bien juger la crise haïtienne. Maintenant, secrétaire général. Ce serait de. Secrétaire général Andossel. Secrétaire général Mago Andossel, puisque c'est directeur cabinet qui a accompagné l'ambassadeur Trio. Oui, d'accord. Ça encore aurait dû accorder davantage de force et de crédibilité. Mais là encore, il faut nous compter avec le contexte. Parce que pas oublier que le secrétaire général lui-même aussi s'est exprimé en faveur de Guaido et en faveur même de la position de force exprimée par les États-Unis. Donc, c'est comme si c'est des alliés qui se sont mis ensemble pour conduire une mission de manière à soutenir un autre allié. C'est comme ça qu'on série de secteurs. Maintenant, recommandation, il y a des gens qui disent que ce n'est pas étonnant, puisque l'organe des chartes OEA est toujours là pour qu'aimer l'ordre constitutionnel. Il ne va jamais remettre en question l'ordre constitutionnel. Évidemment, c'est son point fondamental qu'on touche là. C'est parce que ce n'est pas plus charte de l'OEA, c'est plus la charte démocratique interaméricaine qui c'est également un autre instrument international de l'OEA. Pour qui ça c'est important ce point? C'est parce que la charte démocratique il cristallise autour d'un principe fondamental. C'est quoi? C'est quel principe? C'est le maintien ou encore la défense de l'ordre constitutionnel, de l'ordre démocratique. Soit le maintien de l'ordre démocratique ou de l'ordre constitutionnel lorsque cet ordre serait menacé, ou encore le rétablissement de l'ordre démocratique ou de l'ordre constitutionnel. Dans le cas de la crise de 91, lorsqu'on avait chassé par coup d'État le président Aristide, il fallait revenir avec Aristide. Vous voyez? Donc il fallait revenir avec l'ordre constitutionnel. Mais lorsque cet ordre constitutionnel
est fragilisé, mais il faut le maintenir. C'est le cas de la crise actuelle. Donc le fait que charte démocratique là t'est déjà cristallisé autour de ce principe, il faut comprendre que ça a développé un biais comportemental au sein de l'OEA, qui fait que l'OEA va développer un parti pris idéologique en faveur du maintien de l'ordre constitutionnel, de l'ordre démocratique. Il n'est pas qu'à sortir là-dedans, oui et non. Oui et non, oui, il n'est pas qu'à sortir là-dedans parce que le fait que vous avez adopté et sur un ensemble d'années, vous avez développé un ensemble de pratiques, donc vous avez développé un système de valeurs lié au maintien du système démocratique, au maintien de l'ordre démocratique, de l'ordre constitutionnel, qui fait que vous n'avez pas considéré que on est capable d'accéder au pouvoir politique autrement que par les élections. C'est pour ça que vous avez que le préambule de cette charte démocratique, ou après, ils ont utilisé des concepts qui ont été créés, qui ont été générés par un courant de pensée qu'on appelle la transitologie. La transitologie, c'est courant de pensée ou c'est discipline de la science politique qui parlait de la transition démocratique. Eh bien, il y a un test fondamental pour assurer du succès de la transition démocratique. Eh bien, c'est la répétition des élections. Donc, il faut le test des élections. Après l'élection d'un président, il faut aller vers les élections de nouveau. Il faut l'alternance. Donc, c'est le test de l'alternance qui constitue justement la base de la transitologie. Mais pas oublier que il y a des études, il y a des penseurs, il y a des chercheurs qui arrivent que la transitologie pas arriver à tout résultat que nous attendons pour nous renforcer la démocratie. Donc, on ne peut pas parler de transition démocratique pour parler d'une démocratie réussie. Donc, pour parler d'une démocratie réussie, il faut aller plus loin. Il faut parler de la consolidation de la démocratie. Donc, si nous avons une discipline avant qui parlait de la transitologie, eh bien, il y a une deuxième sous-discipline de la science politique qui pourrait parler de la consolidologie. Okay. Vous voyez? Donc, il pourra cristalliser autour des procédures pour consolider la démocratie. Donc, il pourra aller au-delà des tests des élections parce que les tests des élections se sont limités uniquement à la démocratie institutionnelle, la démocratie procédurale. Est-ce que soit là, on va le remettre en question, sa charte interaméricaine dit, hein? Et non, pas forcément, parce que l'objectif fondamental, c'est d'améliorer de manière continue la démocratie. Si nous sommes capables de faire mieux en termes de démocratie que les procédures consacrées par la transitologie, eh bien, c'est encore mieux. Vous voyez, mais ça me voulait essayer d'expliquer, c'est que lorsqu'on parle de transitologie a limité à la démocratie institutionnelle, qui est fondée sur le contrôle du pouvoir exécutif par d'autres pouvoirs. Par exemple, c'est Parlement qui a contrôlé l'exécutif là. Par d'autres pouvoirs administratifs aussi. Par exemple, Cour des comptes capable de contrôler le pouvoir exécutif là dans ses dépenses. D'accord? Mais consolidation, aller plus loin que ça, parce qu'ils ont estimé que les nous limiter au contrôle du Parlement, à l'exercice du contrôle, par exemple, de la Cour des comptes, eh bien, c'est un contrôle vertical. Maintenant, il faut aller vers un contrôle horizontal. Et on doit parler de contrôle horizontal là, les constats où est la population elle-même. Donc, la population, le droit de la population ne se limite pas uniquement à la période des élections. Le droit politique de la population est un droit continu. Donc, la population a le droit de contrôler de manière continue l'exercice du pouvoir politique. Les gens doivent demander compte n'importe qui l'heure. Les gens doivent demander compte n'importe qui l'heure. Laissez nous la consolidation de la démocratie. C'est ça. Alors, pour vos recommandations, je crois que faut que le président est dirigé, il faut que M. Dambinel, l'opposition, continue de faire dialogue avec l'exécutif, avec l'autorité en place. Et au fait, c'est élu pour remplacer élu. Alors, j'aime comprendre. C'est ce qui serait idéal. C'est ce qui serait idéal. Selon Château, il n'y a pas aller plus loin que ça, tout d'ailleurs. Je vais expliquer là tout. Oui, c'est ça, parce que la démocratie est fondée sur la stabilité, sur l'alternance. Cette alternance, lorsque cette alternance n'est pas contestée, on a la stabilité politique.
dans ce cas-là, on peut dire que la démocratie est en santé. D'accord? Mais pas oublier qu'il y a des situations également qu'un pays à vivre qui doit remettre en question la qualité de l'exercice du pouvoir politique des élus. Dans ce cas-là, il faut prévoir d'autres situations côté au capable de court-circuiter justement ces élus-là. Mais c'est pas là encore, nous toujours dans la démocratie, parce que c'est la démocratie elle-même qui prévoit ces procédures extra-constitutionnelles ou extra-légales. C'est encore la démocratie qui prévoit. Maintenant, si nous regardons l'égalité mission, pas de doute, c'est une mission légale. Mission illégale, moi-même pour moi, une mission légale. C'est peut-être ça que l'MT exprime une première fois sous déploiement mission. On me dit que mission légale. Parce que moi, j'ai évoqué l'article 17 de la charte démocratique, ok, interaméricaine. J'ai mobilisé les articles 20 et 21 de la charte de l'OEA qui parlait, qui fait comprendre que à chaque fois que il y a un problème différent, eh bien, l'OEA est capable d'intervenir à travers des missions de bons offices, des missions de médiation, des missions d'enquête, des missions de conciliation. Et nous sommes capables de définir une mission comme une mission ça. OK? Donc, du point de vue de la charte, de ces deux instruments internationaux, la mission serait une mission légale. Mais avec d'autres informations qui fait comprendre que ce n'est pas le conseil permanent dans son ensemble qui avait autorisé cette mission, eh bien là, l'égalité, si ça prouve, l'égalité est capable d'affecter. Il est capable d'affecter parce que nous avons des dispositions dans les règlements intérieurs du conseil permanent et dans le statut du conseil permanent qui stipulait que pour créer ces genres de commissions ad hoc sur ces genres de missions, il faut l'aval de l'ensemble du conseil permanent. Non, mais même nous dit tout à l'heure, et charte la clé sous lui. Si le secrétaire général là, ou bien mon conseil estime que l'opportun pour non pays, en dehors de la charte, il y a d'autres instruments tels que le statut et les règlements intérieurs. Et en dehors de ça, il y a les pratiques développées également au sein de l'OEA. Parce que nous avons dit que par un côté, il dit qu'il faut que l'Assemblée soit OK pour mission déplacée. Oui. Alors, qui est l'Assemblée? Qui est l'Assemblée? On parle de membres de l'Assemblée générale. Oui, mais OK, d'accord. L'Assemblée générale, là, ne doit pas bailler. OK. Il n'est pas prévu, non, dans le cadre des règlements intérieurs, que c'est l'Assemblée générale là, qui est supposée bailler et avaler pour ces genres de missions. Non, ce qui est prévu dans les règlements intérieurs du Conseil permanent, c'est l'Assemblée du Conseil permanent. OK? Donc, cette décision doit être autorisée, doit être adoptée par le conseil permanent dans son ensemble, alors que c'est un membre du conseil permanent qui est venu. Donc, est-ce que membre est venu avec l'autorisation du conseil permanent? Pas n'importe qui membre, le président. Ou le président. Le président, hein? Oui, parce que article 8, règlement intérieur et conseil permanent, il détermine le pouvoir du président du conseil permanent. Mais le pouvoir conseil président, il limité à des aspects ayant trait à assurer la police des débats, à représenter le conseil permanent dans les cérémonies officielles, etc. Et assumer également, en dernier lieu, toute fonction, toute mission qui lui ont été dévolues par le conseil permanent. Donc, par exemple, si mission, ça a son mission que le conseil permanent est autorisé, donc c'est normal que l'IT à la tête. Comment ça passe généralement au niveau de l'OEA lorsque mission a déplacé, si que gagner des remarques par rapport au niveau du conseil permanent par rapport à la mission? On vote qui fait? Et par rapport. Non, mais si décision. Si c'est le conseil permanent qui a déplacé, donc inévitablement, c'est le conseil permanent qui a adopté cette décision de créer cette commission ad hoc. Qu'il s'agisse d'une mission de bons offices, d'une mission de médiation, d'une mission d'enquête. Parfait. D'accord? Maintenant, la commission a à sa charge de produire un rapport sur ce qu'elle a vu, ce qu'elle a compris de la situation et faire des recommandations aux partis. D'accord? Ou bien tout secrétaire général là, on est capable de décider le tout. Ou bien secrétaire général là, il doit venir pour col. Secrétaire général il doit constituer une commission, une mission avec l'aval des partis, sans la présence du conseil permanent. Mais pas oublier tout que il y a des dispositions
du statut du conseil permanent et même des règlements intérieurs qui prévoient le fait que l'on constituer commission ad hoc ça yo, eh bien faut constituer avec l'aval des parties en conflit, Parfait. Mais là maintenant, gagnant voit ça. Est-ce qu'on a dit voix discordante et voix ambassadeur Antigua et Barbuda? Bon, les discordantes puisque les pas aller sous même terme, la même direction que la voix du président du conseil permanent. Parce que pour moi, problème de l'égalité n'a pas de posé. Avant l'intervention de l'ambassadeur de l'Antigua, le problème de la légalité ne se posait pas. Est-ce que le problème de l'égalité, c'est un problème de légitimité? Problème de légitimité a son l'autre problème. Parce que le problème de l'égalité, dès lors qu'il y a des dispositions qui prévoient la possibilité pour un gouvernement de solliciter tel type d'assistance, et le pouvoir ou la compétence de tel organe de l'OEA d'intervenir dans ce sens-là, il n'y a pas de problème de légalité. C'est ça. Maintenant, on pourrait remettre en question la légitimité. Et il y a plusieurs secteurs qui font valoir le fait que, écoutez, position président-conseil là, le fait que c'est un représentant des États-Unis, un représentant direct du gouvernement américain, et il ne faut pas oublier que le Conseil permanent de l'OEA n'est pas une structure supranationale, c'est une structure intergouvernementale, donc grande différence. D'accord? C'est une structure, parce que le Conseil permanent n'est pas une bureaucratie internationale. S'il s'agissait d'une bureaucratie internationale, même lorsque le président serait un Américain, serait un Français, il n'allait pas représenter les intérêts américains, les intérêts français. D'accord? Ils allaient représenter uniquement les intérêts de l'organisation, de son organisation. Mais c'est une structure intergouvernementale qui représente et qui défend les intérêts de leurs États respectifs. Parfait. Donc, puisque État respectif, ça, qui c'est les États-Unis, l'étaient favorable avec l'été ouais crise vénézuélienne d'une certaine façon, eh bien, il y a des secteurs en Haïti qui remettent en question la partialité et la neutralité de ce président lié aux intérêts américains dans la gestion de la crise haïtienne. La légitimité, en plus, son dimension politique. Oui, de devoir parler de légitimité, bon, question politique là-dedans. Oui. Mais au fait, pour l'égalité, c'est ça le principe. C'est les principes et les valeurs, l'égalité. Parfait. Pas oublier qu'il y a un secrétaire général là qui font un truc hier soir, quand ils partagé sur un pile forum, qui même dit, il remercier l'invitation président Jovenel Moïse, à président conseil permanent, Trouillot, et chef cabinet OEA. Haïti a besoin de démocratie, paix, stabilité, sécurité, prospérité. Il dit qu'il est capable de compter sur OEA pour ça, et le dialogue national est nécessaire entre Haïtiens. Moi-même d'accord avec le point que le dialogue national est nécessaire. Et je pense que nous ne pouvons pas faire rien, nous ne pouvons pas avancer sans ce dialogue national, sans cette confiance nationale. Parce que nous avons un problème, nous ne pouvons pas dégager un consensus pour nous faire pays à fonctionner. Et pour nous dégager ce consensus-là, c'est à travers un dialogue. Pour nous dégager ce consensus-là, c'est à travers justement la rencontre et le partage d'opinions entre différents secteurs de la société. Ce dialogue est toujours fondamental dans le cadre de la construction et même dans le cadre du renforcement d'une démocratie. Tout ça vient après toute parole en pile sous déclaration ambassadeur Antigua. C'est bon, tout innocent. Est-ce que c'est une façon pour le secrétaire général à endosser la mission que tu as faite là? Évidemment, il y a endosser. Son façon pour le montrer que l'endosser. Mais comme dit que nous-mêmes, nous intervenons de manière scientifique. Il y a des subtilités dans la procédure, il faut comprendre. C'est dire que, évidemment, le secrétaire général lui-même l'a endossé. Cependant, ça va dépendre de la nature de la mission qui était intervenue en Haïti. Si son mission de bons offices, si son mission de médiation, donc si son commission ad hoc, même le fait que l'endossé, il ne veut pas dire que légal. Parce que s'il s'agissait d'une mission de bons offices, de médiation, d'enquête, de conciliation, etc., fort composition a été faite avec l'aval des parties en conflit. Ou après que il y a des secteurs haïtiens qui disent moi-même nous pas au courant parce que avant mission était venue, il n'y a pas de consulter. Vous comprenez? Mais on rencontre tout secteur. Ce qui fait que le secrétaire général doit toujours endosser lui sans pour autant retirer ce déficit
de l'égalité. L'égalité ou légitimité? Non, parce qu'il faut voir l'égalité à de deux façons. De deux façons. Au niveau de l'égalité, le fait que... Par rapport à nature mission. Le fait qu'il y a des procédures qui n'ont pas été respectées ou qui ne seraient pas respectées par rapport à la nature de la mission, justement. Maintenant, il faut qu'on ait la nature mission. Hein. Donc, si on dit que mission pas de jamais mission de bons offices, si pas de jamais mission de médiation, il pas de jamais mission d'enquête, non, pas de drame. Pas de drame. D'ailleurs, on opérer sans problème. Mais au fait, là, il faut rappeler que vous rencontrez le président de la République, vous rencontrez des organisations de la société civile, vous rencontrez des membres de l'opposition. Oui, c'est m'apprendre. Alors, certains membres de l'opposition, ou certains secteurs. De toute manière, l'opposition radicale, là, tu es grand représentant. Et opposition, l'opposition modérée, tout, tu es des représentants. Et on assume que tu es gens qui te voient, et c'est groupe païwa. Et pas de monde qui contredit, en tout cas. Non, moi-même, ça me le dit, c'est que pour nous, on n'a pas parlé de dialogue. Là, il ne faut pas limiter le dialogue là à certains protagonistes ou à certains acteurs. Par exemple, moi-même, je représente l'université de manière générale, parce que je ne pas seulement travaille dans l'université l'État, mais l'université a beaucoup à dire également. Est-ce que l'université a été représentée? Est-ce que vous avez jugé bon? Puis vous dialogué avec l'université. Il y a des gens qui ont dit tout professeur, ça que fait l'ambassadeur Antigua a fait sortir ça, c'est peut-être par rapport à la position que soit Haïti ou bien les États-Unis prennent dans le dossier Venezuela. Parce qu'il a fait comprendre qu'Antigua n'est pas trop favorable à la qualité de position. Ça, maintenant, c'est un bon moment pour frapper. Non, mais évidemment, parce que pas oublier que chaque représentant, ça, il a défendu l'intérêt pays. Si il a défendu l'intérêt pays, eh bien, il connaît comment le pays était positionné par rapport à un autre pays tant qu'Haïti dans la crise Venezuela. Eh c'est peut-être la meilleure occasion de prendre sa revanche pour l'Antigua par rapport à Haïti. Donc, il y a un ensemble de facteurs qui peuvent expliquer ce malaise au sein de l'OEA ou au sein de certains organes, dont le Conseil permanent. Et là, on a parlé de malaise. Ce malaise n'a pas un malaise idéologique, tout, il n'est pas seulement historique, parce que ça a été opposé et la stratégie de régionalisme par le latino-américanisme ou par le panaméricanisme, mais il y a également des conflits idéologiques, parce que, pas oublier que il y a toujours un conflit entre la droite et la gauche en Amérique latine. Et quand on a conflit ça, les États-Unis se sont toujours positionnés en faveur de la droite. Et je veux dire, la droite très puissante en Amérique latine. C'est pas étonnant qu'il fait qu'à chaque fois l'Amérique latine, dans sa majorité, fait un virage vers la gauche, ou après, l'OEA positionné d'une certaine façon. Et à chaque fois que, et c'est parce que justement l'Amérique latine a fait un virage vers la gauche dans les premières années de la crise haïtienne, qui avait permis justement au régime d'Aristide d'obtenir autant de soutien de l'OEA. Et c'est ça que tu as expliqué, l'adoption de la charte démocratique pour protéger ces États, ces gouvernements issus d'élections majoritaires de coups d'État, d'être démis de leurs fonctions par la force. D'accord? Mais à chaque fois que la majorité des États latino-américains ils fait un virage vers la droite, ou après l'OEA positionné d'une autre façon, parce qu'il y a un jeu d'intérêt ce jeu d'intérêt est fondé sur un rapport de pouvoir au sein même de l'OEA. Parfait. Et là maintenant, l'ambassadeur Sanders fait sortir pour contre lui. Pour que ça ne va pas faire la compagnie de l'autre voix. C'est là. Parce que si nous dit que la majorité du Conseil permanent n'avait pas autorisé, eh bien, la majorité, l'ambassadeur Sanders ne représente pas cette majorité-là. C'est ça. Donc, il faut s'attendre peut-être à d'autres sorties. Et si va y avoir d'autres sorties? Eh bien, la question est close. Maintenant, je vais essayer de faire une compagnie là, nous pas de reprendre, il faut analyser au premier degré de l'intervention. Oui, le plus souvent, c'est ce qui fait défaut dans les analyses politiques et sur des questions internationales, c'est que nous limité à des analyses au premier degré. Et c'est même monde qui. C'est ça qui fait que moi-même, par exemple, identifier personnellement comme étant un spécialiste des relations internationales. Parce que, écoutez, être un spécialiste, il n'y a aucun diplôme d'université qui vous qualifie comme un spécialiste. Ou spécialiste dans quelque chose en relations internationales, en études politiques, parce que, ou produit
des documents. Ou produit des études et sur la base de vos productions littéraires, eh bien, il y a ce qu'on appelle le comité épistémique lié à votre discipline, eh bien, qui est intéressé à vos écrits, à vos théories, et qui ont donné écho à vos théories. Donc, il ne suffit pas, il faut d'abord publier. Pour être un spécialiste, il faut d'abord publier. Et pour nous dire, nous, combien de monde qui a pris les têtes spécialistes en ceci, spécialistes en cela, qui publient? Et communauté maintenant, il ne suffit pas uniquement de publier, il faut que vos publications font écho, et dans ce comité-là, dans le monde universitaire. Combien de fois qu'on bénéficie de ce qu'on appelle le capital citationnel? Parfait. Le capital citationnel. Eh bien, tous les chercheurs, tous les universitaires sont à la recherche du capital citationnel pour s'imposer comme étant un spécialiste, mais sauf en Haïti. Maintenant, qui sont le gouvernement qui a fait dans ça? Mission était venue, il a fait des recommandations, le secrétaire général a endossé, l'ambassadeur Antigua a dit bon, il n'y a pas de mandaté. Est-ce que le gouvernement... Comme on dit, dans le pire des cas, c'est une mission donc, pour le gouvernement haïtien, oui? Oui, pour le gouvernement haïtien que je vais parler. C'est une mission de l'OEA. Ce n'est pas une mission des Nations Unies. C'est une mission de l'OEA. Et l'OEA, ce n'est pas une organisation supranationale. Puisque ce n'est pas une organisation supranationale, l'OEA n'a pas qu'à adopter des décisions qui auront force et résolutoire, qui seront contraignantes. Donc, il revient aux partis d'accepter, d'exécuter ou de ne pas exécuter les recommandations faites par la mission. Parfait. D'accord. On l'autre élément, parce que nous allons refaire l'émission avec M. Bouillard, et les crises qu'on en Haïti, il y a toujours vu regarder chaque fête la voisin. Et en plus, le monde croit que je dis, dans situation présentée, est-ce que nous ne représentons une menace pour voisins par rapport au niveau de développement? Même si ça a un petit problème avec les touristes américains et qui ont un mauvais moment dans le bois. Mais même quand nous soulevons, dit, est-ce que dans le niveau principe l'on paye tout près comme ça, si il y a un problème, est-ce que ce n'est pas avec Pipo là pour venir boire en charge? Un point important parce que nous entendons effectivement son formule que un peu l'haïtien remet utiliser. Je ne sais pas si son façon pour faire l'autre haïtien peur. Oui, comme peut-être que vous faites orgueil l'autre haïtien? Oui, peut-être même tant des gens qui disent être spécialistes qui viennent avec formule ça, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai que si un pays a un problème, pays plus proche là supposé pour en charge. Mais écoutez, ça son principe, c'est une situation qui allait à l'encontre même de tous les principes du droit international. Et même le principe de la stabilité même des relations internationales. Donc c'est pas vrai, c'est pas parce qu'un pays a un problème pour pays plus proche là et envahir, occuper. Cependant, il y a ce qu'on appelle la théorie j'ai oublié le titre. Allez, expliquer peut-être. Je vais essayer d'expliquer. Mais si je me rappelle le titre théorie, ça aurait été encore mieux. C'est la théorie du seuil critique. Il y a ce qu'on appelle en relations internationales la théorie du seuil critique. C'est quoi la théorie du seuil critique? C'est le fait que tout pays souverain, tout le monde reconnaît que tout pays souverain. Cependant, situation long pays qui est souverain, capable d'atteindre un degré de pourrissement tel que affecter la sécurité d'autres pays. Il est capable soit affecter la sécurité d'autres pays, ou bien que il affecter les systèmes de valeurs consacrés sur la scène internationale. Eh bien, dans les deux cas, eh bien, faut communauté internationale là venir à ça nous capable relayer une sorte de droit d'ingérence. Droit d'ingérence n'a pas aucune valeur juridique. C'est pour ça qu'à partir de 2005, 2004, 2003, on voit que la communauté internationale à travers les Nations Unies et sous une demande, sous une proposition du gouvernement canadien, ils ont venu avec le fameux principe R2P, Responsibility to Protect, qui remplaçait le fameux droit d'ingérence que nous avons commencé à évoquer depuis le début des années 90. Donc, responsabilité to protect là, voulait dire que la communauté internationale, en cas de ce seuil critique, eh bien, elle est capable d'intervenir avec ou sans l'aval de l'État du territoire, sur le territoire. Avec pays plus près, non? Pas forcément avec pays plus près. Et même lorsque pays plus près est capable d'intervenir, ou après la communauté internationale là,
doit juger et évaluer l'opportunité pour tel pays ou tel pays composer une force de coalition. Parce que, ou pas qu'à un problème avec, par exemple, c'est l'Irak qui a un problème, et pour pas composer une force internationale avec l'Iran. Alors que deux pays, ça, dans toute leur histoire, ont toujours eu des conflits. Ces mêmes gens, République dominicaine a un problème, ou pas composer une force internationale avec Haïti. Historiquement, il y a un problème. Voilà, donc ce détail-là est important également pour la communauté internationale. Donc, la communauté internationale n'a pas bien accepté cette situation. Ou dit pas bien. Non, mais c'est un principe de droit. C'est évidemment un principe de droit. Quelquefois, il bafoué. C'est suivant force acteur. Contexte tout. Vous comprenez? Mais, soyons sérieux. La République dominicaine se trouve dans une situation de croissance soutenue, de croissance à 2 chiffres. Vous pensez qu'avec tout problème que Haïti a là, que la République dominicaine, stratégiquement, a intérêt pour lui prendre fardeau Haïti. Donc ça peut l'affecter rapidement. En revanche. Non, il est capable de revanche, mais il a très mal sorti, non seulement du point de vue économique, d'accord, mais il a sorti mal tout du point de vue sécuritaire. La République dominicaine n'a pas jamais consacré la sécurité, non? Mais attention. Non, mais nous-mêmes, on ne pas sorti mal parce que vu ça nous gagne comme histoire, comme passé, puis pour comme ça arrivé nous. De toute manière, on n'a pas passé plus mal que eux. Et pas comprendre. Par rapport avec ça nous représente comme histoire, par rapport avec passé. Mais c'est justement c'est là mon plaidoyer. Le fait que nous représentons tout ça du point de vue historique, nous pas supposer là toujours. Donc le fait que nous avons refait toute bagaille ça dans le passé, l'histoire de 1804, c'est l'évolution qui est originale, nous t'es obligé justement, nous avons pour obligation de défendre l'histoire d'Haïti, et seule façon qu'à défendre l'histoire d'Haïti, c'est promouvoir ce dialogue, cette identité nationale, ce consensus pour créer l'état minimal en Haïti, pour assurer le développement et la prospérité du pays. Il y a des gens qui parlent de protectorat de tutelle, même temps de ça semaine ça. Oui, moi j'entendais ça. C'est dommage. Moi ça dans plusieurs tweets effectivement, mais c'est pas des gens qui pas connaissent concept yo, pas utiliser. Parce qu'on pas employer concept de protectorat par exemple dans un tweet qui dit que bon, c'est un journal dominicain qui sorti avec que la République dominicaine pourrait faire des démarches auprès des Nations Unies pour les Nations Unies placer Haïti sous protectorat. Mais moi, je réponds par tweet tout que c'est parce que les Dominicains n'ont pas même consacré le droit international public. Pour qui ça? Parce que les Nations Unies ne sauraient être concernées par le régime de protectorat. Les seuls pays qui sont concernés par un régime de protectorat, ce sont les 2 pays concernés, l'État protecteur et l'État protégé. Parce que le protectorat, c'est un traité. C'est un traité souverain adopté par 2 États. Un État protégé et un État protecteur. L'État protégé a folle d'accord. Et il conclut, il dit, écoutez, moi j'ai un problème, ma bonne autorisation pour représenter dans la politique internationale et dans ma politique de défense, vous me représentez, mais j'assume la gestion de mon ordre intérieur, de mon ordre politique intérieur. C'est ça le traité de protectorat. Ça différent de tutelle là. Ça différent de tutelle. Les Nations Unies seraient concernées par un régime de tutelle. Mais même là encore, le régime de tutelle ne peut pas s'appliquer au cas haïtien. Parce que l'article 78 de la Charte des Nations Unies stipule que les pays étaient déjà membres des Nations Unies, d'accord, ou pas qu'à appliquer le régime de tutelle sous pays ça, ou qu'à appliquer un régime de tutelle uniquement sous un pays qui n'est pas jamais indépendant, voire qui n'est pas jamais membre des Nations Unies, qui n'est pas jamais indépendant, ce qu'on appelle les territoires autonomes. Mais c'est pour ça que on connaît que un organe principal dans les Nations Unies que le Conseil de tutelle. Et bien c'est ce seul organe qui n'est pas fonctionnel depuis plus de 2 décennies, 2 à 3 décennies. Pour ça, parce que pas de territoire autonome encore. Pour l'organe exister, il faut que des territoires autonomes puis déterminer des administrations de tutelle pour gérer les territoires. Mais le fait que tous ces territoires, ces anciens territoires autonomes, se sont rattachés soit à des États préexistants ou sont devenus eux-mêmes indépendants, donc la nécessité d'avoir ce conseil de tutelle
n'est plus pertinente. Parfait. Même si un ancien président qui te dit Haïti, là on est en 2004, hein, sous souveraineté surveillée. Oui, là, nous sommes capables d'utiliser plusieurs concepts. Haïti est en situation de souveraineté limitée, de souveraineté surveillée, de souveraineté contrôlée. Mais écoutez, à chaque fois qu'un pays présente un pays failli, un pays délinquant, eh bien, sa souveraineté est contrôlée, sa souveraineté est surveillée. Sa souveraineté est limitée. Votre souveraineté est d'autant plus limitée puisque vous n'avez même pas une souveraineté budgétaire. Votre souveraineté est limitée parce que votre capacité d'action souveraine est limitée. Votre capacité d'action matérielle est limitée. Eh bien, votre souveraineté est limitée. Votre souveraineté est surveillée. Pour qui ça? Parce que il y a des informations qui ne vont pas parler seulement pour Haïti, pour plusieurs pays. Il y a des informations qui font croire que il y a tel pays ou tel gouvernement qui est impliqué dans le trafic de drogue, qui est impliqué dans la violation massive des droits de l'homme. Eh bien, votre souveraineté serait surveillée, Parfait. serait contrôlée par des instances internationales. Comme on dit là, et comme on ne pas de négliger, si nous avons besoin de battre les stomacs nous comme petits des ancêtres nous ouvrir, il faut d'accord finalement faire dialogue pour que le consensus, pour nous dire comment on a géré 27 650 km². C'est inévitablement, parce que juste la chance que la République dominicaine a par rapport à Haïti, c'est d'avoir pu faire émerger une identité nationale. Et malheureusement, l'identité nationale dominicaine a émergé par opposition constante à Haïti. Mais au moins, il y a une identité nationale. C'est un choix, mais au moins, il y a une identité nationale. Mais Haïti n'a pas jamais défini tête. Il n'a pas jamais pris un temps pour créer propre identité nationale. C'est ça tout fait que. C'est ça qui fait que nous avons un minimum de consensus pour faire avancer le pays. C'est ça qui fait que. Non, ou pas qu'à consensus, ou pas qu'à identité nationale. Ou bien, on a parlé d'intérêt national en Haïti. Ou pas qu'à définir l'intérêt national sans l'identité nationale. C'est l'identité nationale qui est la première étape de définition de l'intérêt national. Ouais. C'est l'identité nationale qui est la première étape d'établissement de consensus au niveau social, au niveau national. Et bien, à chaque fois que pas une identité nationale, n'a toujours un conflit, n'a toujours une société qui est polarisée, parce que l'identité nationale permet que un ciment au minimum au minimum commun entre les membres de la société. Mais ce minimum commun entre les membres de la société, comment ils gagnent? Ils gagnent parce qu'ils ont identifié tête, ils ont défini tête de telle façon, mais pendant qu'ils ont défini tête de telle façon, ils ont défini l'autre. Donc ils ont un discours sur le soi, un discours sur l'autre, sur l'altérité. Ouais. Donc ils s'opposent à l'autre. Mais si nous pas une identité nationale, on doit tout, puisque le fait de s'opposer est une posture naturelle chez l'homme. Eh bien, on va s'opposer toujours aux citoyens qui est le plus proche. Ouais. Donc, les Haïtiens vont toujours s'opposer à d'autres Haïtiens, alors qu'on pourrait s'opposer, mais s'opposer à l'étranger. Ouais, vous voyez? Et c'est ça qui fait tout, nous n'avons pas de limite dans cette affaire ici. Voilà. C'est tout civisme. Ouais. Oui, on ne se donne pas de limite dans nos luttes politiques. Ouais, parce qu'il n'y a pas d'intérêt national, il n'y a pas d'identité nationale, donc il n'y a pas de système de valeurs à protéger. Ouais. Ouais. Voilà. Parce que là, nous perdons le sens du bien commun. Le sens du bien commun n'existe pas. C'est dommage. C'est ça. Professeur Boya, merci un peu parce que tu es avec toi matin. C'est moi qui vous remercie. Voilà, notre invité ce matin, le professeur James Boya, même s'il n'est pas d'accord, mais c'est ça, spécialiste en relations internationales, pour nous passer en revue dans l'émission EA et puis garder notre point qu'il y a avec Haïti, bien entendu. Vous êtes avec nous dans la matinée, nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée, bonne semaine avec TNH. À bientôt. Merci,